Donc bonsoir à tous. On va continuer notre duo, hein. On l'a commencé ce midi et enfin ça fait plusieurs années quand même déjà. Le but de cet atelier, certes il est dans la séance plénière, mais c'est quand même un atelier. Donc on va vous montrer des images et on va vous laisser interagir avec les images. C'est la meilleure méthode pour retenir un peu les choses. Donc il y a un peu de tout, c'est quand même de la vie pratique et quotidienne, donc ça vous concerne pleinement, hein, c'est pas des raretés, ça ne sert pas à grand chose. Il y a quelques images un peu originales, mais la plupart du temps ce sont des choses très concrètes du quotidien. Donc on va commencer, vous voyez, entre un radiologiste et un pneumologue. On va faire donc à partir de la vie quotidienne. Donc vraiment, il faut que vous participiez. Il faut que vous... Voilà, ça reste ici, on est entre nous, on est tranquille. Allez, on y va. Donc le premier cas, c'est un jeune médecin qui présente une dyspnée, une douleur scapulaire gauche. Après, on vous dira un peu la réalité du jeune médecin et on vous expliquera un peu qui c'est. Alors, la douleur... Le micro, Gérard. La douleur, pour vous orienter un petit peu, elle est scapulaire postérieure. Donc, douleur scapulaire postérieure gauche avec une dyspnée anormale. Voilà les coupes parenchymateuses, puis vous aurez les coupes médiastinales. Mais déjà, dites-nous si vous voyez des choses. On pourrait avoir un micro pour la salle ? Comme ça, ou en parlant fort, Ou éventuellement on répétera les questions, hein, ou les commentaires. Ah, super, un micro. Donc... Allez-y, hein, vraiment, si vous avez des idées, parce que je suis sûr que vous avez vu des choses sur le scanner, bien évidemment. Donc allez-y, hein, c'est vraiment... c'est pour tout le monde. Hein. Alors, une bande d'atélectasie, je suppose que tu voulais dire ça, on est bien d'accord. Douleur scapulaire gauche, douleur postérieure. Est-ce que ça vous oriente vers quelque chose? Avant le diagnostic, donnons, regarde le scan et... Allez-y, je vous vois... Alors, est-ce que les douleurs scapulaires sont en rapport avec les bandes d'atélectasie? Non, hein, il faut chercher autre chose. Hein. Ok, donc il y a effectivement des troubles ventilatoires des lobes inférieurs, peut-être du lobe moyen aussi, des deux côtés, dans les bases. Donc il faut chercher plutôt autre chose dans le médiastin. On vous écoute. Alors, tu as vu paravertébral. Un comblement alvéolaire postérieur du bouquet basal droit. À gauche. Droit, oui. La douleur est scapulaire gauche. Vous avez recherché la douleur phrénique. La douleur phrénique, c'est un grand classique. C'est la douleur postérieure de l'épaule. Les gens vont voir le rhumato, qui trouve de l'arthrose, qui les traite, et puis ils finissent chez le pneumo parce qu'on a découvert quelque chose. Alors Gérard, il y a le monsieur qui a des commentaires. Allez-y monsieur, avec le micro, allez-y. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a un épaississement de la plèvre Voilà. gauche, Ok. et il y a une image tumorale, paravertébrale aussi, non? Donc, on est bien d'accord, on a vu des troubles de ventilation, on a vu un minime épanchement pleural, et donc là, ça irrite le phrénique, et la douleur rapportée, c'est un grand classique, elle est à l'épaule, en arrière, et vous avez un comblement alvéolaire d'aspect triangulaire du bouquet basal droit. D'accord? Est-ce que vous voyez autre chose? Donc il y a encore des choses qui sont peut-être un peu masquées parce qu'elles sont assez centrales. Regardez dans le médiastin, est-ce que vous voyez quelque chose? Après, on peut vous aider avec les fenêtres médiastinales. On y va? On voit le médiastin? Voilà. Donc on revient sur la première image. Donc vous avez vu qu'il y a une image hyper dense là qui flash. Oui.
Oui, oui. Ouais. Donc, vous avez vu, trouble de ventilation, un épanchement pleural scapulaire postérieur, un comblement alvéolaire qui pourrait être un infarctus, pourquoi pas, dans le bouquet basal droit. Regardez le médiastin. Qu'est-ce que vous voyez dans le médiastin? Allez-y, allez-y. Hein. Allez, on est entre nous. Allez-y. Il y a de l'air, ouais, il y a de l'air. Alors, okay. vous voyez de l'air, là? Cette air, elle est dans quoi? Là, il y a quelque chose un peu moins dense, un peu irrégulier. Pas un méga-oesophage ou... C'est dans l'œsophage. Et il y a du matériel alimentaire dans l'œsophage. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas Non. normal. Donc vous savez que l'œsophage, il a des mouvements péristaltiques. En fonction du moment et des hauteurs de coupe, on peut avoir un peu d'air. C'est plus ou moins dilaté. Chez les gens qui ont des maladies à type de sclérodermie, ça peut être assez tubulé, assez ouvert. Mais là, on tombe sur quelque chose qui ressemble presque à une masse, avec un niveau hydroaérique, je pense. Hein. En tout cas, il y a de l'air et des résidus alimentaires qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est quoi à cet endroit-là, quand on voit un œsophage dilaté? Alors, l'œsophage dilaté en suphrénique, sur la coupole, qu'est-ce que vous avez comme diagnostic? Hernie hiatale, on est d'accord, le plus fréquent. Si ce n'est pas une hernie, ça peut être quoi? Un corps étrange? Non. Quelque chose qui dilate l'œsophage juste au-dessus du diaphragme. Alors, il y a le même dans la région cervicale, cervicothoracique. Il y a le même. En haut, on l'appelle le diverticule de Zenker. Zenker, très bien. Est-ce que ça peut être un diverticule, ça? Doligo-œsophage, dans les... Vas-y. Les dolico-œsophages dans certaines... Ah, un mégadolico, un endobrachioœsophage. Oui, c'est pas pareil, c'est quelque chose qui cancer. est plus diffus sur tout l'œsophage. Ça peut être un diverticule œsophagien. Ouais, non, pas varicocèle, un diverticule œsophagien sus-phrénique, on appelle ça un diverticule épiphrénique de l'œsophage. OK? On met les coupes médiastinales parce que... Attends. Donc on avait évoqué les varices. Les varices, c'est plutôt des petites formations tubulées. Il peut y en avoir plusieurs. Ce n'est pas une formation unique et puis il n'y a pas d'air. Par contre, en reprenant le terme d'air, cherchez bien, il y a une autre image aérique à distance de ça dans le médiastin. Est-ce que c'est normal? Ça là? Ça, même de l'autre côté un petit peu. Ça, c'est pas normal. Diagnostic. Retenez bien cette image. Mettez-la dans le lobe occipital. C'est un pneumomédiastin. Ok, donc on a une image a priori d'origine œsophagienne dilatée avec des structures aériques et alimentaires et des images aériques à distance dans le médiastin qui correspondent à un pneumomédiastin. Donc il va falloir faire le lien entre ces différentes informations et on vous propose de regarder ça. Qu'est-ce que ça apporte comme information supplémentaire? Donc on voit toujours l'œsophage dilaté. Il y a quelque chose en plus qu'on voit très bien en fenêtrage médiastinal. Alors, allez-y, monsieur. Prenez le micro. Il y a cette opacité pratiquement calcifiée. Ouais, alors, il y a quelque chose de blanc, on est d'accord, sur un scanner. Il est plus blanc que de l'os. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait des images un peu stellaires. Vous voyez, un peu, ça rayonne autour de l'image. Ça irradie un petit peu. Donc, on est au-delà des tonalité calcique tomodensitométrique. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Un corps étranger ou, enfin, un corps étranger... Non, la texture de ce corps étranger qui irradie, c'est quoi? C'est pas de l'os, c'est plus que de l'os. Ça peut-être, c'est du métal. C'est du métal.
Alors, soit il a ingéré quelque chose, Ou on lui a mis. ou on lui a mis un clip. Ah. Donc le suspense, Gérard, est à son comble. On a un pneumomédiastin chez y un arrive. patient opéré avec une dilatation œsophagienne. On n'en peut plus, on veut savoir ce que c'est. Vas-y. C'est un clip dont c'est le... Vas-y, réponds. Non, c'est derrière ça. Alors, en gros, je vais vous raconter, c'est mon scanner. D'accord? J'ai un diverticule de l'œsophage qui a été traité par une technique d'endoscopie qu'on appelle la POEM-endoscopie. POEM, P-O-E-M, endoscopie. En fait, ça a consisté à faire une myotomie de l'œsophage par voie endoscopique. Donc, un examen qui devait se dérouler, on m'avait dit, tu sors, 4 jours après, tu peux aller travailler. En fait, je me suis dit, voilà, il y a eu le petit épanchement douloureux, le pneumomédiastin, le trouble de ventilation et tous les trucs. Donc, surtout, vous retenez de cette histoire, pas que ce soit mon cas, ça n'a aucune importance, mais c'est l'image qui était sur les coupes parenchymateuses dans le médiastin. Tu l'as, Seb? Voilà. Retenez ça, parce que le pneumomédiastin, parfois, il est excessivement discret. Ce n'est pas la grande image traditionnelle dont on reparlera. Ça peut être juste quelques bulles, quelques images hyper claires dans le médiastin. Alors il ne faut pas confondre, Gérard, ces images avec ce qu'on voit extrêmement fréquemment chez les gens perfusés, notamment avec des scanners injectés, où il y a de l'air dans le tronc veineux brachiocéphalique ou dans la veine cave, puisque c'est assez habituel d'injecter de l'air pendant la procédure. Il n'y a pas un croissant gazeux? Non, c'est une petite bulle aérique, parce que quand en fait ils opèrent là, il y a une petite fuite aérique et un petit peu d'air qui est monté, qu'on a retrouvé de l'autre côté et de ce côté-là. Voilà, donc C'était il y a 2 ans. Donc retenez... Elle veut tout savoir de ta vie. Hein. Et alors, comment tu vas? Ça va. Retenez ce signe sémiologique quand vous voyez une petite bulle aérique dans le médiastin. C'est un pneumomédiastin. À minima, mais c'est un pneumomédiastin. On continue donc, on ne va pas parler que de ce cas parce que... Ok, donc ça c'est un autre dossier. Celui-là, il a vraiment 20 ans, Gérard. Oui. C'est pas un jeune médecin. Celui-là, oui, c'est pas un jeune médecin. Celui-là, oui, c'en est un. Donc il a 20 ans, il fait une crise d'asthme un peu sévère et donc une douleur thoracique assez intense. Donc on vous a mis la face et le profil. Qu'est-ce que vous voyez sur ce cliché? Allez-y, on est entre nous. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez dans une douleur thoracique au décours d'une crise d'asthme? Et après, on va chercher les signes radiologiques. Un pneumomédiastin, voilà. Parfait. Alors, est-ce que vous le voyez? Tiens, prenez le micro, elle va prendre le micro, elle va... Donne la flèche, Gérard. Voilà. Donne la flèche. En fait, on a une hyperclarté qui, sur la silhouette cardiaque, on arrive à l'individualiser, surtout du côté gauche. Voilà. Et on a aussi la distension thoracique. Cliniquement, est-ce qu'on n'a pas un emphysème sous-cutané qui va nous guider? Tu le faut vois, chercher. Tu vois l'emphysème sous-cutané? En fait, j'ai pas les... Si, surtout regarde bien. Non. Si. En fait, on n'arrive pas à voir le coup en totalité pour voir est-ce qu'on a les... Il y est l'emphysème sous-cutané là-haut. Hein. Les bandes hypodenses. D'accord. On a mis le profil, c'est pas pour rien. Toi qui es branché pneumomédiastin, dis-moi si tu vois quelque chose sur le profil. Normalement, sur le profil, on a des hyperclartés qui sont physiologiques. Donc est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? La question, c'est tu analyses ton profil. Est-ce que tu as un signe qui te permettrait de dire, tiens, c'est peut-être un pneumomédiastin? Le signe, il y est. Il y est. Mais peut-être que tu ne le connais pas, c'est toujours le... Voilà, il y est. Donc, on va le garder à l'esprit, le profil.
Donc on continue, évidemment, on a le scanner pour vous montrer le pneumomédiastin. En rétrotrachéal, on le voit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le... Oh là. Ah voilà, c'est bon. Donc, le scanner confirme, hein, pas de problème, on confirme la dilacération des divers éléments du médiastin, pneumomédiastin confirmé. OK, on continue. Vas-y, fais défiler pour mettre tous les signes, pour qu'on mette tous les signes. Et voilà. Donc, voilà les signes du pneumomédiastin que vous connaissez sûrement, dont le V de Nacclerio, qui souligne le médiastin. Chez l'enfant, c'est le thymus qui vole, c'est la voile latine, hein, la meule de foin, peu importe. Le signe du diaphragme continu. Et surtout, c'est ça sur le profil, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est le signe de l'anneau autour de l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, là c'est la droite, elle est silhouettée par un petit peu d'air. On va revenir sur le cliché et vous allez le voir. Souvenez-vous de ce signe. On revient, Seb. Là, hop, vous le voyez? Voilà, il faut qu'il y ait une petite clarté tout autour de l'artère pulmonaire droite qui va signer le pneumomédiastin. D'accord? Donc vous avez vu la sémiologie. Les signes que on vous a montrés juste après, c'est les signes les plus classiques. Mais en scanner, on a aussi la bulle dans le médiastin que vous avez vu sur le premier cas. Voilà. Maintenant, le pneumomédiastin va nous amener à nous poser plusieurs questions. Alors là, on avait le contexte clinique qui était simple, hein, une crise d'asthme, douleur thoracique, sujet jeune. Il y a d'autres situations où on va rechercher des choses particulières en cas de pneumomédiastin. Alors la première situation, alors c'est en général des intubations un petit peu à la volée, difficiles techniquement ou en préhospitalier. Et donc, vous voyez sur cette flèche, en fait, on voit le pneumomédiastin, vous voyez la dilacération aérique des espaces cellulo-graisseux cervico-thoraciques, mais pas que. Vous voyez cet anneau blanc qui correspond à une sonde trachéale, et au contact, il y a des petites bulles d'air. Et bien, ces petites bulles d'air, à cet endroit-là, elles signent une rupture trachéale. Et donc ça, c'est important de le savoir, hein, ça va mal évoluer potentiellement, et puis c'est source aussi de cicatrisation sous la forme de sténose. Donc contexte un peu différent, hein, des intubations traumatiques avec donc une plaie trachéale haute. L'autre situation, c'est celle-ci. Je vous montre l'image. Ça correspond à un syndrome de Bora. Vous vous souvenez du syndrome de Bora, hein, rupture du tiers inférieur de l'œsophage, souvent à l'occasion d'efforts de vomissement. Et donc là, qu'est-ce qu'il a de particulier ce scanner? Vous voyez du blanc dans la région la jonction thoraco-abdominale. Eh bien, c'est la rupture de l'œsophage avec ingestion de produits de contraste. Hein, c'est pas injecté, mais ingéré. Et donc, on voit la diffusion de ce produit de contraste au-delà de l'œsophage. Donc ça, c'est une urgence thérapeutique. Hein. Il faut que le chirurgien intervienne dans les 6 heures théoriquement pour éviter la médiastinite septique. Donc, deux situations différentes de la crise d'asthme et du pneumothorax qui, en général, se passe bien. De la même façon qu'on peut voir notamment les jeunes gens qui sautent dans les rivières de 3 à 5 mètres, donc des ruptures d'alvéoles traumatiques. En général, ça se passe bien aussi. Mais là, ce sont des vraies urgences thérapeutiques dans le cas de syndrome de Borave. La rupture trachéale, c'est bien évidemment la membrane postérieure qui est lésée lors de l'intubation, un petit peu difficile. Hein. C'est à ce niveau-là qu'il y a l'effraction. Et le Borave, c'est les efforts de vomissement. C'est quelqu'un qui a des vomissements importants et qui va présenter cette déchirure de son œsophage à ce moment-là. Là, ici, c'est l'œsophage. Là, c'est l'œsophage. En fait, il y a plusieurs structures qui peuvent se rompre et donner des pneumomédiastins. Soit c'est la trachée, soit c'est l'œsophage.
Donc le cas suivant est un petit peu différent. C'est un dossier où je me suis trompé, donc je trouvais ça intéressant d'en discuter. Et puis ça commence assez simplement, hein, c'est un bilan de toux et dyspnée avec un peu de fièvre. Comme très souvent, les gens rapportent un comptage dans la famille qui fait qu'on pense que c'est le Covid, que c'est une infection virale. Et à l'examen clinique, il y a une altération de l'état général avec une perte de 5 kg qui est assez significative puisqu'il en pèse 50. C'est un gars qui n'est pas très branché vaccin, hein, il n'est pas à jour, et puis il n'était pas vacciné contre le Covid. Donc, je vous montre la première étape de prise en charge aux urgences, hein, le cliché de thorax. Donc là, on discute ensemble. Est-ce que vous voyez des choses ? Donc même s'il est relativement jeune, ils ont fait le cliché assis, vous voyez, donc il n'est pas très en forme. Hein. Ouais. Donc avec Gérard, on discutait, parce qu'on connaît le diagnostic, est-ce qu'on voit des choses sur le cliché? C'est pas évident. Alors toi, tu penses qu'il y a peut-être des choses visibles, ça reste discutable. Oui. On a l'impression qu'il y a des petits nodules parsemés partout, surtout au niveau des bases, particulièrement la gauche. Non? On est d'accord, mais le cliché n'est pas une inspiration. Donc déjà, ça peut être sujet à discussion. Mais vous êtes quand même dans la vérité, voilà, c'est une très bien, diminution de transparence et un cliché qui n'est pas en inspiration maximale. Qu'est-ce que vous proposez à cette étape d'un patient de 39 ans qui arrive aux urgences pour dyspnée, fièvre et tout? Est-ce que vous vous contentez du cliché de thorax avec une antibiothérapie? Est-ce qu'il sort? Est-ce que vous faites d'autres examens complémentaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Le micro, hein. Ben, on va... Comme il est tabagique et il fume du cannabis, ouais. du cannabis, Du tabac et du cannabis depuis longtemps. Il a maigri, je pense qu'il mérite d'être pris en charge autrement. Ok. Donc on va plus loin, on ne le laisse pas partir et on continue l'imagerie. Donc on lui fait faire un scanner thoracique. Donc là, c'est un scanner thoracique en fenêtrage parenchymateux. Et est-ce qu'il y a des anomalies? Même question que pour le cliché du thorax. Et si vous voyez des choses, expliquez-nous ce que vous voyez. Allez-y, hein. Vous avez vu. Allez-y. Très bien. Donc en fait, l'hétérogénéité du parenchyme pulmonaire s'appelle une densité en mosaïque quand c'est en inspiration. Quand on est sûr qu'il s'agit d'un phénomène vasculaire, on va parler de perfusion. En tout cas, ça dépend de la taille des vaisseaux. Et si on a une confirmation de la majoration en expiration, on va parler de piégeage. Donc ça, c'est vraiment de la sémantique. En tout cas, on a effectivement une mosaïque dans le parenchyme pulmonaire. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Pas normal. Alors, l'hétérogénéité, notamment ces aspects un petit peu de densité en mosaïque, on peut le voir chez les gens âgés, très âgés, puisqu'on a un remodelage des voies aériennes distales avec l'âge. Ici, il a 39 ans, donc c'est un aspect tout à fait anormal. Dans quelle pathologie on voit ça? Donc, on évoque tout de suite une PHS. On a le contexte, il est paysagiste. Il faut raisonner d'abord en disant, on a une densité en mosaïque, soit c'est les voies aériennes distales, soit c'est vasculaire. Si c'est les voies aériennes distales, ça peut être une pneumonie d'hypersensibilité, ça peut être de l'asthme aussi. Hein. Et puis dans un contexte particulier, c'est les bronchiolites constrictives chez les allogreffés. Donc on reste dans le rayon non pas vasculaire mais bronchiolaire, et donc le diagnostic, l'hypothèse de travail, c'est la pneumonie d'hypersensibilité, et on va s'aider de ces images. Donc c'est quoi? Donc ceux qui ne sont pas forcément radiologues,
qui n'ont pas trop l'expérience, je vais vous dire, hein, c'est la même acquisition, c'est un post-traitement à partir des images scanographiques déjà obtenues. Et on va maximiser les zones de basse intensité. C'est le contraire du MIP. MIP, c'est maximum intensité projection, ça permet de bien discerner les nodules des vaisseaux. Ici, c'est minimum intensité projection, MINIP, et ça permet de bien identifier soit l'emphysème, soit les densités en mosaïque, soit le piégeage, soit les bronchioles dilatées ou les bronches dilatées. Donc ici, on voit très bien que le poumon est anormal, qu'il y a des zones hétérogènes lobulaires ou plurilobulaires hypodenses. Et puis, je vous montre également, donc vous avez compris que dyspnée aux urgences, en général, on a des demandes systématiques de recherche d'embolie pulmonaire, donc ils sont toujours injectés. Ça perturbe normalement la lecture du parenchyme pulmonaire quand il y a des atteintes interstitielles, mais le plus souvent, on essaye de répondre à un maximum de questions. Qu'est-ce que vous voyez de plus sur le fenêtrage médiastinal ? On n'arrive pas à suivre l'artère pulmonaire droite. Il y a comme non? Alors non, à droite, il y a effectivement quelque chose, mais ce n'est pas une obstruction endovasculaire. Hein. Comme une image un peu... C'est quoi dans le médiastin ou le hile? Quelque chose d'hypodense à côté des vaisseaux? D'ailleurs, on le voit sur le hile gauche aussi. Hein. Là. Oui. C'est ça dont vous parlez? Le gauche. Voilà. Donc c'est quoi comme structure anatomique? Donc ce sont des ganglions. Hein. Et donc là, on n'a pas la mesure, hein, mais vous savez qu'on mesure les ganglions dans leur plus petit axe. On n'est pas loin de 10 mm, ce qui correspond à la définition d'une adénomégalie. Et donc, moi, à ce stade, je ne fais pas le lien entre pneumonie d'hypersensibilité et adénomégalie. En tout cas, il y a plusieurs éléments scanographiques à explorer. Donc, ma question et ma démarche, c'est, vous savez que les gens exposés au foin moisi, donc le paysagiste, potentiellement ils font des pneumonies d'hypersensibilité. Puisque je vous ai mis à côté, c'est un petit peu un vieux terme francophone pour décrire la densité en mosaïque, hein, c'est le fromage de tête. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces images parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et donc, on parle de 3 densités. 3 densités, ça veut dire quoi? Il faut avoir des zones de piégeage, des zones de poumon normales et du verre dépoli. Ben là, on a à peu près tout ça, et donc on a un contexte et les 3 densités, donc on fonce. Quel est le poumon normal dans ces images? Alors, par exemple, dans les régions postérieure gauche, là, il y a du poumon normal. C'est assez subtil sur un écran comme ça, mais on voit des zones de densité plus élevée. Il y a du vrai verre dépoli, il y a des zones noires et il y a des zones intermédiaires qu'on va considérer comme du poumon normal. Donc il y a trois grades de densité différents sur cette image. Donc on revient à la démarche diagnostique. Donc c'est pas ça. Quel est l'examen qui va compléter la démarche diagnostique devant ce tableau clinique et tomodensitométrique? Oui. Alors, il y a quelque chose à laquelle vous devez penser devant un verre dépoli qui est relativement diffus, qui est associé à des zones hyper claires, mais qui pourrait être un verre dépoli diffus. Lui, il ne faut pas oublier qu'il est tabagique, donc il peut avoir des zones de piégeage aérique qui expliquent ce poumon un petit peu à mosaïque. Vous avez un verre dépoli diffus, c'est un homme jeune. Premier réflexe. C'est un réflexe que vous devez avoir. Hein. J'ai entendu. Oui, oui. Ça fait pas C'est ça. OAP. Ça ne fait pas OAP, non? Non. Non, c'est verre dépoli. Quelqu'un a donné le diagnostic. La protéinose alvéolaire, Pneumocystose.
Alors là, la difficulté, c'est d'expliquer l'entièreté de l'imagerie. Alors, la pneumocystose, ça irait bien avec un autre diagnostic chez lui. VIH. Il est jeune, un peu babacool, il fume des pétards. Ça, c'est du délit de faciès, Gérard. Non, il est jeune et surtout, il y a à la fois des anomalies parenchymenteuses qui pourraient être compatibles avec la pneumocystose et des ganglions qui sont un petit peu hypertrophiés dans le médiastin. Qu'est-ce que vous faites comme examen paraclinique, outre la sérologie? Outre la sérologie. Prenez le micro, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On recherche la tuberculose systématiquement, hein, dans le cas présent. Un pneumologue, ça fait quoi? Ça fait une fibroscopie, voilà. Un lavage. Bon, voilà les résultats biologiques. Hein. Donc il est effectivement une sérologie qui revient positif au VIH, avec une charge virale élevée. Et puis le LBA ramène le diagnostic de pneumocystose, avec donc une mise en route du traitement adapté. Donc alors, comment on explique, je reviens sur les images de tout à l'heure, comment on explique tout ça, Gérard? On a 3 densités, on s'est trompé, c'est pas immunoallergique. Hein. Et moi, j'ai appris que la pneumocystose, ça pouvait donner des kystes, ça pouvait donner du verre dépoli, mais 3 densités, pas trop. Quelle est l'hypothèse? L'hypothèse, c'est le parenchyme qui est altéré par son tabagisme voilà. excessif et qui donne donc des zones probablement où il y a de l'emphysème, probablement, ou en tout cas il y a du piégeage aérique, et ensuite l'atteinte pneumocytaire qui se met bien évidemment dans le reste. Quand vous faites les scanners chez les tabagiques et que vous prêtez bien attention, on voit quasiment systématiquement des zones lobulaires hypodenses comme ça dans les bases. Et là, vous allez y rajouter du verre dépoli de pneumocystose et vous réalisez ce tableau de 3 densités. Donc, 2 diagnostics, hein, une bronchiolite respiratoire avec une pneumocystose en rapport avec une infection à VIH au stade SIDA. Ok. Donc, quelques mots sur la pneumocystose. La forme historique, c'est celle-là, hein, c'est du verre dépoli avec des formations kystiques comme en bas à droite. Ça, c'est ce qu'on voyait historiquement à la révélation des stades SIDA. C'est des formes qu'on voit beaucoup moins fréquemment. Ça met des années à s'installer. C'est-à-dire qu'il y a une association, une installation chronique du pneumocystis qui va détruire le poumon et laisser des cicatrices kystiques. Le plus souvent, actuellement, c'est du verre dépoli pur qu'on voit chez les immunodéprimés, tels que les patients d'hémato. Et là, ça va être des plages en verre dépoli très homogènes, chroniques. Et donc, il ne faut pas s'attendre systématiquement aujourd'hui à trouver des kystes comme on l'a connu à la découverte du sida. Donc, crazy paving, c'est également quelque chose d'un peu plus tardif. Hein. C'est l'image que Gérard est en train de vous montrer. Crazy paving, je vous rappelle, verre dépoli, réticulation autour des lobules dominaires qui donnent des polyèdres et réticulation à l'intérieur du polyèdre, donc endolobulaire. Donc il y a plusieurs causes, dont la pneumocystose pour le crazy paving. Donc le message clé ici, c'est toujours y penser, hein, même si on a sauté sur le diagnostic de pneumonie d'hypersensibilité, ce qui semblait être l'évidence, ça ne l'était pas. Et donc la démarche diagnostique, elle était complète avec d'abord la radiographie du thorax, qui, comme vous l'avez montré, avait peut-être des petits lobules piégés, et puis le scanner et la fibroscopie pour, de façon systématique, rechercher des germes. Ah oui, il n'y a pas de... Prends le micro. Voilà, mais c'est plus dû à la durée d'installation de l'infection que du germe en lui-même. Sa maladie HIV n'était pas connue de toute façon. Non, c'est une découverte. Ouais. Alors, un autre cas.
Donc c'est un cliché radiographique du thorax de face. Ah ouais, on est aujourd'hui obsédé par cette région-là. Hein. Alors vous avez vu, allez-y. En cardiaque, il y a une image avec un niveau. Rapprochez le micro qu'on vous entende bien. Il y a aussi la surélévation de la coupole droite. Rapprochez le micro, allez-y. La surélévation n'est pas de la coupole droite, hein. Elle est d'une partie de la coupole droite. Hein, on voit. Et on a une raréfaction au niveau du poumon droit. C'est plus clair que le côté gauche. Il y a un niveau, hein. Oui. Il y a un bon niveau. Donc aujourd'hui c'est gratuit, on vous offre le profil. Quel est le contexte clinique? Mais vous savez, nous, on nous raconte jamais rien. Hein. Donc, On vous donne des renseignements quand même. par contre, on trouve des choses. Hein. Vu l'aspect de l'image, on peut dire, allez, des stigmates de reflux gastro-œsophagien, pyrosis. Ouais. Et de la toux nocturne? Donc là, on voit bien l'image diaphragmatique, on la comprend mieux hein, sur le profil. Et puis cette image de niveau du médiastin. Donc, à travers une partie c'est de la ça. Donc coupole. on va discuter de la topographie et de l'anatomie. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur... c'est le même patient, hein, c'est un scanner injecté en fenêtrage médiastinal qui montre quoi? Gérard, tu peux pointer C'est peut-être une partie de l'estomac qui est en intrathoracique, non? Alors, je vais vous montrer. La question, c'est ça déjà. Est-ce que vous voyez? Ah non, ça marche pas. Ouais, voilà. C'est quoi? L'estomac qui est en intrathoracique. Oui, ça s'appelle, on l'a vu tout à l'heure, une hernie hiatale, voilà. Donc ça explique l'image de niveau sur le cliché du thorax. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez sur cette coupe? Donc on voit les replis muqueux de l'estomac hein, ascensionnés, avec de l'air, ça c'est normal, c'est à l'intérieur du système digestif, c'est pas un pneumomédiastin. Est-ce que vous voyez d'autres choses? On paravertébrale à droite. Voilà, il y a une formation tissulaire Voilà. qui est... Alors est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est pas lié? Ça peut être lié. C'est pas lié. On n'a pas de solution de continuité et on n'est normalement pas dans le même espace. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Eh oui, très très bien. Donc de l'autre côté, je vais vous montrer. Mais pas d'aiguille là. Donc une petite photo pour vous montrer une reconstruction sagittale. Donc l'image de droite, elle montre des formations tissulaires dans quel espace? Le médiastin, c'est antérieur, moyen, postérieur. Il y avait plus de chances d'être dans le postérieur que dans l'antérieur, c'est bien. Donc le rose, c'est le médiastin antérieur. C'est la limite, c'est le sternum en avant, le péricarde antérieur en arrière. Et puis, ce qui est en jaune, c'est le médiastin postérieur qui débute 1 cm en arrière du bord antérieur du rachis. Le médiastin postérieur débute 1 cm en arrière du bord antérieur du rachis. Alors pourquoi on a fait cette classification? Tout le monde est d'accord, hein, ça fait une dizaine d'années, pneumologue chirurgien, parce que ça donne des gammes diagnostiques assez simples. Si vous changez de repère, eh ben vous allez avoir des éléments confondants entre des lésions du médiastin moyen ou postérieur. Donc la définition, elle est là. Ça veut dire que, on est d'accord, la hernie hiatale avec le niveau, elle est dans le médiastin moyen, mais il y a quelque chose qui est un autre diagnostic et qui est postérieur.
Et là, en gros, il n'y a pas 50 diagnostics dans le médiastin postérieur. Le plus souvent, ce sont des lésions neurogènes. Elles sont souvent kystiques, ce qu'on appelle les schwannomes kystiques. Mais ici, c'est une situation particulière. Ça pourrait être une maladie telle que des neurofibromes. Il y a plusieurs étages. Ça n'est pas ça. C'est une formation tissulaire bilatérale qui est associée à un contexte hématologique. Ce n'est pas vasculaire, puisque vous voyez que la aorte est bien rehaussée et que ça, c'est tissulaire. Non, alors dans l'œsophage, il y a de la densité liquidienne, mais ce que vous avez décrit dans le médiastin postérieur est tissulaire. Donc des formations tissulaires chez un patient qui est suivi en hématologie. Donc, certes, on s'éloigne un petit peu de la pneumologie, mais vous allez avoir affaire à des malades qui ont des scanners du thorax. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre ça. Ici, ça s'appelle une hématopoïèse extramédulaire. Ce sont des foyers d'hématopoïèse. Et classiquement, ils se trouvent dans le médiastin postérieur. On ne va pas les trouver ailleurs. Et souvent, c'est pluriétagé, comme ça, au contact des artères intercostales. Donc ici, deux diagnostics, Gérard, une hernie hiatale qui est en rapport avec les symptômes, ce pourquoi il se présentait, et des lésions découvertes fortuitement dans le médiastin postérieur en rapport avec une hématopoïèse extramédulaire. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les compartiments du médiastin. L'antérieur qui est en avant du cœur et des vaisseaux et en rétro-sternal, le postérieur qui est 1 cm après le mur antérieur du rachis thoracique, et le moyen qui est entre les deux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir essentiellement de cette présentation. Donc vous voyez, vous avez là les caractéristiques de cette patiente qui s'est réveillée brutalement la nuit avec une douleur thoracique antérieure isolée, avec un bilan strictement normal. Alors, la radio, elle n'est pas normale, on est bien d'accord. La fenêtre aortopulmonaire ? Oui. Ce qui nous intéresse, c'est le hile droit. Est-ce qu'il y a le signe de la convergence ou le signe du recouvrement d'huile? Le recouvrement d'huile, on est bien d'accord. La convergence, c'est donc des vaisseaux qui arrivent au niveau d'une masse, les vaisseaux disparaissent, donc c'est vasculaire. Le recouvrement d'huile, je suis désolé, mais les pointeurs ne marchent pas bien. On voit les vaisseaux à travers, et donc c'est une lésion médiastinale. Ça, c'est la pince pour l'électrode, pour l'électrocardiogramme. Ok, bon, on fait un scanner, parce que quand même la douleur, la dissection, etc., il faut penser à toutes ces choses-là. Donc un scanner injecté, pas très joli, mais oui. Il est quand même injecté. Hein. Est-ce que dans la partie supérieure du thorax, vous voyez quelque chose? On est un peu plus haut que ce qu'on constatait sur le cliché. Hein. Oui, là on est haut. Là, hein. On n'est pas au niveau du huile. On est en haut. Là, qu'est-ce que vous voyez? On est sur la crosse. En bas à droite, on a la portion horizontale de la crosse de l'aorte, la veine cave supérieure. Tout ça paraît à peu près correct. On est bien d'accord? Donc on va descendre un peu. Donc on se focalise sur le côté droit. Hein. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose qui explique cette formation Souvenez-vous, hein, vous avez un signe pathologique sur le hile droit. Signe de recouvrement d'huile. Est-ce que vous voyez une lésion médiastinale?
Est-ce que le médiastin vous paraît normal? Oui. Qu'est-ce que la veine cave, dites-moi? Elle est dilatée. La veine cave paraît dilatée quand même. Hein? Très dilatée. Alors, je vais essayer, mais voilà. Là, elle est quand même très dilatée. Et donc on voit, Gérard, la déformation, enfin semble-t-il sur l'image en haut à droite, la déformation des bronches en arrière Oui. de cette image. Donc c'est pas de tonalité différente par rapport à la structure habituelle de la veine cave, hein, mais c'est une morphologie anormale. Elle est quand même très anormale. Ok? On descend un petit peu. Allez, on continue. Vous voyez quelque chose ou non? Ou rien par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? Hein? Ben, on va leur remontrer un scanner correct, hein, Gérard, là, c'est pas bien. Voilà, on y arrive. Oui, c'est des artefacts d'injection produits. Donc voilà, l'inhomogénéité dont on parle dans la veine cave supérieure est due au mélange de sang non injecté, de sang injecté. Vous savez qu'on n'injecte pas aux deux bras en même temps la plupart du temps. Et donc il y a ces phénomènes de flux qui donnent une hétérogénéité. Donc ça c'est normal. La seule chose anormale, c'est la taille de la veine cave. Je continue. On descend. Je continue. Elle est dilatée. Alors à quoi vous pensez? Non. Ah, non, non. Elle est dilatée. Quand vous avez une artère dilatée, vous pensez à quoi? Un anévrisme. Ben voilà. Sauf que c'est une veine. Sauf que c'est une veine. Ça s'appelle un anévrisme, la veine cave supérieure. Moi, j'ai pas induit, c'est la patiente qui s'est. La patiente, elle s'est présentée comme ça, avec une douleur. Si, c'est le tableau, c'est la vie, quoi. Voilà. Vous avez donc le diagnostic, l'anévrisme, la veine cave supérieure. La patiente s'est présentée comme ça, avec la douleur. Pas plus. Donc, l'élargissement du médiastin. Alors, les anomalies de la veine cave supérieure, on pourrait avoir 3 types d'anomalies. Le plus fréquent, d'ailleurs, c'est la veine cave supérieure gauche, qui est soit isolée, soit associée à la droite, hein, les 2 veines caves supérieures. Exceptionnellement, il peut y avoir un abouchement de la veine cave supérieure dans l'atrium gauche. Ça, c'est vraiment des espèces de rareté. Et puis, l'anévrisme congénital de la veine cave supérieure, hein, qui entraîne un élargissement du médiastin. Simplement, sachez que ça existe. Sachez qu'il peut y avoir vraiment la veine cave supérieure. Ces 3 types largement dominés par la veine cave supérieure gauche que vous devez voir de temps en temps. Voilà, c'était ça le message à faire passer. Ok, donc, et c'était discuté surtout de la radiographie du thorax. Cette variante-là, elle est rare, mais effectivement, les doubles veines caves ou les veines caves supérieures gauche, c'est assez fréquent. Non. Non. Non, non, c'est asymptomatique. La douleur, c'était une crise d'angoisse, c'était une anxiété, elle a eu mal. L'anxiété, voilà, elle n'avait rien. Donc on change de sujet, il a 32 ans, il arrive aux urgences pour une dyspnée fébrile. Est-ce que vous voyez des choses sur le cliché du thorax? Enfin, je vais vous poser quelques orientations. Hein. Est-ce qu'il y a une opacité rétrocardiaque? Est-ce qu'il s'agit d'un élargissement des îles? Est-ce que... Donc il a 32 ans, hein, donc il y a souvent un aspect un petit peu plus rectiligne comme ça de l'aorte.
Est-ce qu'il y a une atélectasie du lobe supérieur droit? On vous laisse choisir, il y en a un qui est bon. Un seul. Bon, effectivement, on n'est pas au cabinet avec un négatoscope ou même un écran aujourd'hui plutôt, où on voit quand même bien mieux les clichés, et puis surtout on fait varier les contrastes. Donc sur ce cliché, il y a une opacité rétrocardiaque. On va la voir beaucoup mieux, parce que contrairement à ce qu'on fait d'habitude, il y a aussi un profil. Et puis il y avait le bronchogramme magnifique en rétro-VG, hein, dont l'air est vraiment silhouetté par un parenchyme un peu hépatisé. Donc le bronchogramme dans le massif cardiaque et sur le cliché de thorax, deux profils. On a cette différence de tonalité entre le haut et le bas sur les vertèbres. Vous savez qu'elles deviennent de plus en plus noires. Et là, ce n'est pas le cas. Et on perd aussi la définition des trous de conjugaison. Donc si on reprend le scanner, eh bien, on a cette condensation alvéolaire systématisée au lobe inférieur gauche, avec bronchogramme. Vous voyez les points d'air dans la condensation alvéolaire, donc c'est le bronchogramme. C'est limité par la scissure, donc un territoire anatomique précis. Et puis vous voyez la différence entre ces gradients de densité. L'image du milieu, c'est un gradient de densité habituel, avec un aspect de plus en plus clair des vertèbres, alors que dans l'exemple qu'on vient de vous montrer, il y a des opacités qui se projettent en regard des dernières vertèbres. Donc c'est ici une autre évolution potentielle, on vous le met dans un autre exemple chez un autre patient. C'est aussi une condensation alvéolaire. La chose particulière, outre le fait qu'on ne voit pas bien le bronchogramme, c'est surtout le fenêtrage médiastinal, et je vous encourage à regarder ça aussi. Ça, c'est quand même une évaluation défavorable et qui est très tomodensitométrique, c'est la nécrose de cette pneumonie, et donc évolution vers l'absédation. Donc quand on voit arriver des zones hypodenses dans la condensation, c'est quand même pas très bon. Juste un petit point sur les opacités radiologiques. Donc à gauche, vous avez une pneumonectomie. Alors comment on le voit? Il y a des fois des clips chirurgicaux. Ici, on voit qu'il y a un porte à 4, c'est quand même probablement une néoplasie. Mais surtout, il y a une rétraction de la zone où on a enlevé le lobe. Donc un petit champ pulmonaire gauche sans bronchogramme. Le cliché du milieu, eh bien, les zones médianes restent en place. C'est une pneumonie, comme dans l'exemple qu'on a vu juste avant, mais cette pneumonie, elle est extensive. C'est pour ça qu'on a un poumon blanc quasiment unilatéral, et puis des foyers déjà en train de se former de l'autre côté. Et quand vous avez à l'inverse l'opacité qui refoule la ligne médiane, eh bien c'est une pleurésie. Donc des petits indices par rapport à la ligne médiane qui aident bien entre pneumonie et pleurésie. Et on rappelle les zones aveugles, on est tombé en plein dedans. C'est la numéro 4, c'est celle qui correspond à la zone rétrocardiaque. Surtout également les zones de poumons qui se trouvent en arrière des coupoles diaphragmatiques en numéro 5. Il faut vraiment se focaliser là-dessus. Ce qui est complexe à analyser, même si on les regarde, c'est les zones 1, puisque vous avez des croisements entre la première côte, les clavicules et le parenchyme pulmonaire. Et puis 2, 3, c'est les zones hilaires et sushilaires qui sont aussi parfois difficiles à analyser. Sur le profil, vous avez l'équivalence de ces zones qui vont un peu se dégager sur la zone 6. La zone 7 en profil, c'est pas bon du tout, on voit pas bien. Et puis parfois autour des artères pulmonaires, c'est difficile aussi, même si tu nous as montré un joli signe tout à l'heure, Gérard. Donc on passe à ça et on passe au dossier suivant. Juste un élément, il a dit sur le rachis, il doit devenir de plus en plus clair de haut en bas. Il y a autre chose d'important, ce sont les trous de conjugaison. Ils apparaissent à peu près au niveau de T4, mais c'est variable, mais à peu près en moyenne, à peu près au niveau de T4. Lorsqu'ils apparaissent, il faut vous les
devez les voir impérativement jusqu'en bas. S'il y en a un qui disparaît, c'est qu'il y a un processus pathologique. En haut, si vous ne les voyez pas, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il apparaît, le trou de conjugaison, vous devez vraiment le voir jusqu'en bas. Et quand vous faites le profil, vous regardez les trous de conjugaison. 36 ans, cliché systématique pour visite d'embauche. Alors ça, c'est quand même le gros stress parce que quand on analyse des clichés systématiques, eh ben, soit on invente toute une série de pathologies, on demande des scanners systématiquement, mais il y a quand même des fois, il faut négativer les clichés, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Gérard, sur ces clichés de face et de profil ? C'est un cliché à titre systématique, hein, ça c'est la première chose. Donc, on ne va pas vous donner d'éléments cliniques puisqu'il n'y en a pas. Éléments cliniques, la parole est à vous. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On voit les épineuses, elles sont légèrement plus proches du bord interne de la clavicule gauche que de la clavicule droite. D'accord. Donc, il est un tout petit peu décalé quand il a été réalisé. Il est en expiration maximale. Cliché à titre systématique. Alors, est-ce qu'il rentre dans la pile normale ou est-ce qu'il rentre dans la pile anormale ? Paracardiaque. Oui. Très bien. Alors, coupole diaphragmatique et paracardiaque droit. Un petit peu, oui. Ouais. Oui, mais parce qu'il est un peu comme ça, il est un peu mal foutu. Mais on a entendu... Paracardiaque droit, Gérard. Paracardiaque droite. Est-ce qu'il y aurait un signe de la flèche, non ? Allez. Ça fait partie de ce que vous a dit Sébastien tout à l'heure. Ce sont les zones muettes. Il faut faire attention au niveau des coupoles diaphragmatiques. Et quand on dit sous le diaphragme, non, on n'est pas sous le diaphragme puisque à travers le bord supérieur de la coupole, on voit les vaisseaux du lobe inférieur qui plongent derrière. Et il faut les voir systématiquement. Et donc il faut toujours regarder dans ces zones-là. Et bien évidemment, vous avez tout de suite vu ce problème-là. Oui, on ne la voit pas bien sur le profil, c'est vrai. Donc on va vous montrer le scanner. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Donc c'est un diagnostic de bénignité, kyste bronchogénique du ligament triangulaire. Donc elle correspond tout à fait à l'image que vous avez décrite. Pour autant, quand elles sont médiastinales, Gérard, les kystes bronchogéniques, on a tendance à les faire opérer pour les complications hémorragiques et septiques. La localisation pulmonaire, enfin en tout cas au niveau du ligament triangulaire, ferait qu'on serait moins enclin à les faire opérer. En tout cas, ça explique bien l'image. Donc c'est quelque chose qui ne dégénère pas et les complications, elles sont septiques ou hémorragiques. Donc on va peut-être passer plus avant parce que théoriquement, ça on en a parlé. De nouveau, les zones. Donc souvenez-vous de ces zones difficiles à analyser, les zones muettes. Hein. Vous avez donc le sous-phrénique, le ventricule gauche, les îles et les apex. J'ai mis quelques-unes, vas-y. Vous vous souvenez, je vous l'avais présenté celui-là. Hein. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours bien de le revoir. Regardez dans les apex. Vous le voyez ? Hein, elle est là, la tumeur. À l'extrémité interne de la première côte. La petite boule. Vous la voyez ? Je suis désolé, s'il y avait le pointeur qui marche, je pourrais vous... Attendez, on va y arriver. Là. Autre diapositive. La suivante. Là. On la voit. Là. La suivante. Là. Ça, c'était un carcinome à petite cellule. 40 ans.
Regardez juste devant la veine pulmonaire inférieure droite. Et je crois que... Vas-y. Non, c'est tout. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, souvenez-vous donc de ces zones. Quand vous analysez un cliché, vraiment, on voit les grosses anomalies, il n'y a pas de souci. Mais regardez ces zones en détail. Parce que là, parfois, il y a des pièges. La preuve. Tout ça, ce sont des gens vus en consultation. Tout ça. Donc, rapidement, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous proposez? C'est assez simple. Allez-y, c'est un Pacemaker. C'est un pacemaker. Vous êtes sûr que c'est un pacemaker? Défibrillateur, voilà, c'est le bon diagnostic. Pourquoi c'est un défibrillateur? Le défibrillateur, il a ce qu'on appelle les chocs coils. L'extrémité de la sonde, elle a un épaississement circonférentiel. C'est comme ça qu'on fait la différence entre un stimulateur cardiaque et un défibrillateur. Nous, il nous embête ce cliché. Hein. Mais il est quand même embêtant. Mais on va montrer le profil, hein, Gérard. Le fil, il n'a pas migré, mais on l'a poussé un petit peu loin. Donc en fait, nous, ça nous force à regarder tous ces dispositifs implantables qu'on va retrouver un peu partout dans le thorax, hein, surtout mis par les cardiologues, mais pas que. Et c'est pas si rare que ça de voir des sondes avec effraction péricardique. En l'occurrence, lui, ils l'ont retiré, il ne s'est rien passé, tant mieux. Enfin, c'est plutôt inquiétant quand on voit la reconstruction de la sonde qui passe largement l'apex du ventricule. Il est pas loin d'être l'heure, mais on va quand même vous montrer un autre dossier. On se régale. Alors, une des deux images, il y en a qui le connaissent peut-être, une des deux images est une fibrose pulmonaire. L'autre, non. Dites-nous laquelle et pourquoi vous pensez que l'image X ou Y n'est pas une fibrose pulmonaire. Donc pour toi, celle-ci de gauche n'est pas une fibrose pulmonaire. Très bien. On garde ton hypothèse. Est-ce que quelqu'un a une autre hypothèse? D'accord. Alors, à droite, si elle ne diminue pas, c'est qu'il y a une DDB. Une branche, les branches du milieu, de façon proximale vers la périphérie, vont en diminuant. Un des signes, c'est la non-diminution de calibre. Est-ce que tu vois une non-diminution de calibre? Attends, j'arrive pas à le faire, ça. Vous voyez une branche qui va vers l'arrière, dont la paroi est peut-être un petit peu épaissie, ce qui serait normal dans le contexte, bien évidemment. Donc, toi, tu penses que celle-ci n'est pas une fibrose. On est bien d'accord ? Vous pensez ça. Dites-moi, alors, un des arguments, c'est la branche qui ne se modifie pas, qui n'est pas élargie. Très bien. Les bronchectasies, ce n'est pas toujours quand même qu'il y en a, elles sont particulières, mais bon. Et ensuite, est-ce que vous voyez autre chose dans ce parenchyme droit qui vous ferait dire que ça n'est pas une fibrose? Oui. Voilà. Donc c'est ce que tu avais expliqué tout à l'heure, Gérard, hein, pendant le... C'est ça que je voulais. Moi, je suis désolé, là, ça marche un peu là par moi. Il y a des lésions d'emphysème. Donc on va vous montrer un peu l'évolution, effectivement. Après antibiotiques, plus rien. Donc quand vous avez ce type d'image, regardez toujours le parenchyme homo ou contralatéral. Si le parenchyme
présente des lésions de type emphysème centrolobulaire, par exemple, sachez que cette image-là peut tout à fait témoigner d'un processus infectieux, ce qui expliquerait bien évidemment qu'on ait une paroi bronchique un petit peu épaissie du fait de l'inflammation, bien évidemment. Alors là, on vous a challengé, mais dans la littérature, il est démontré que l'agrément entre les observateurs, donc entre les lecteurs qui sont a priori des experts, il est mauvais. C'est-à-dire que tout le monde se trompe, que faire du diagnostic de rayon de miel, c'est pas aussi évident que ça ne paraît, et que les diagnostics de fibrose aujourd'hui continuent à être faits dans des discussions multidisciplinaires si possible et de concertation parce que c'est difficile. Alors, les petits indices qui sont utiles dans cette situation, c'est de rechercher les bronchiolectasies. Bronchiolectasie, c'est-à-dire les dilatations des bronches, mais dans le ruban cortical, c'est-à-dire dans le centimètre périphérique. Pourquoi c'est utile? Parce que c'est la même signification anatomopathologique que les microquistes du rayon de miel. En fait, ce sont des bronchiolisations des espaces aériens distaux, et donc bronchioles dilatées en périphérie par définition et microquistes, c'est la même chose. Donc si vous avez des bronchioles dilatées, c'est très probablement qu'il y a une maladie fibrosante. Ensuite, et ça c'est pas vu sur juste une coupe, c'est quand on regarde l'ensemble, et notamment sur des reconstructions coronales ou sagittales, c'est la perte des volumes pulmonaires. Vous voyez les scissures s'affaisser, s'écraser, s'abaisser, et donc on a des petits volumes qui correspondent au syndrome restrictif par définition. Donc les diagnostics différentiels, on vous l'a montré, l'emphysème, quand il y a une pathologie infectieuse ou inflammatoire autour des bulles, elle ne se met pas dans le trou parce qu'il n'y a pas d'accès. L'infection, l'inflammation se met au pourtour, et donc on a des pseudo-épaississements pariétaux qui sont des images pseudo-kystiques. Donc difficile, mais difficile pour tout le monde, et on peut s'aider encore une fois du mode de reconstruction dont on a parlé sur le cas du patient VIH, c'est-à-dire le mode MINIP, qui permet de très bien voir ces bronches dilatées jusqu'en périphérie, hein, et c'est très très utile pour documenter ça. Donc Gérard, il est en train de nous montrer ces bronches étirées sous la plèvre. Donc ça, c'est une autre situation. Vous avez des images aériques et condensées qui évoluent favorablement. Et le message de Gérard, qui était déjà donné tout à l'heure dans la présentation, c'est regarder le poumon contralatéral et vous y trouverez de l'emphysème. Il n'y a pas de raison. C'est plutôt habituel d'avoir une maladie diffuse. Donc s'il y a de l'emphysème de ce côté-là, il y en a aussi de l'autre côté. Et très probablement que ce n'est pas une maladie kystique unilatérale, mais plus volontiers une inflammation, une infection au pourtour de destruction emphysémateuse. Donc c'était une infection à streptocoque pneumoniae. Et donc, regardez ailleurs, encore une fois. Donc, il y a plusieurs formes d'emphysème, hein. Le centrolobulaire, ou comme on l'a vu tout à l'heure, une petite artère au centre du lobule et une destruction aérique. Parfois, c'est paraseptal ou palissadique, c'est ces zones d'emphysème périphérique sous-pleurale. Puis après, on a des destructions bulleuses, parfois des bulles géantes, qui posent le diagnostic différentiel de pneumothorax. Gérard, tu veux qu'on continue, ou si vous devez partir, c'était la fin du topo, mais on peut continuer quelques cas. Bon, ça, du coup, on va passer. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est un patient de 76 ans qui tousse. Alors, le grand adage, hein, finalement, en tout cas, le message qu'on veut donner, c'est dans les toux chroniques, quand même, un scanner, c'est bien utile. Il y a quand même des antécédents marqués avec un volvulus gastrique, c'est quand même pas tous les jours, opéré, et c'est toujours avec des symptomatologies digestives, puisqu'on voit qu'il a inexiomégavissement, des traitements pour le RGO. Je te laisse commenter les EFR. Il y a un petit trouble obstructif avec un typhono qui est un peu abaissé légèrement, 72%, et un VEMS à moins 22%. Et puis il a une CPT, il n'a pas de piégeage aérique, et la DLCO est normale. Donc voilà le scanner. Donc on va vous montrer des coupes étagées, hein,
Dans les lobes supérieurs, il ne se passe pas grand-chose, un petit peu, et puis plus on descend et plus on tombe sur ça. Vous avez dit, c'est du... Très bien. Ok. Qu'est-ce qui vous permet de porter le diagnostic de verre dépoli? Très bien. On a les vaisseaux à travers. Donc c'est une surdensité du parenchyme pulmonaire qui n'efface pas le contour des vaisseaux, donc c'est du verre dépoli. Alors là, la gamme diagnostique du verre dépoli, elle est large. Donc on va essayer de s'orienter un petit peu par la topographie. Regardez ces reconstructions qui sont aussi MINIP. Donc on voit bien la différence entre le parenchyme atteint, c'est-à-dire du verre dépoli, et le reste du parenchyme pulmonaire. On voit que certes en haut à gauche, dans le lobe supérieur gauche, il y a probablement un petit peu de verre dépoli, mais essentiellement les images prédominent dans les territoires déclives, enfin en tout cas inférieurs. Alors là, on va partir avec le char d'assaut, effectivement. Tout ça, ça donne du verre dépoli. La complexité, c'est que la gamme diagnostique est très large, hein, l'hémorragie alvéolaire. Là, le dossier est didactique, c'est-à-dire que l'antécédent et les symptômes chroniques du patient expliquent les images. Il n'est pas chivé, comme tout à l'heure. Non. On peut vous montrer son antécédent de volvulus et de chirurgie en fenêtrage médiastinal. Donc c'est notre obsession du jour, hein, c'est l'œsophage dilaté du tiers inférieur. Là, c'est la reconstruction parasagittale pour dérouler complètement la jonction œsogastrique. C'est pas le rachis qui est déformé, c'est le plan de vue qui est comme ça. Donc vous voyez l'œsophage qui est rempli. On est bien d'accord. Il a des antécédents de volvulus opérés. Maintenant, il est sous IPP, plus du Gaviscon. Et vous avez du verre dépoli. Ah oui. Oui. Bien sûr. Donc, à quoi vous devez penser quand vous avez ça? Ouais. Bien. Pneumopathie d'inhalation. Qu'est-ce que vous faites dans un verre dépoli? On l'a dit tout à l'heure, c'était valable encore pour ce cas-là. Un verre dépoli chronique, ça peut être une pneumocystose aussi, hein, même si c'est déclive. Ben voilà. Donc on vous montre les photos, c'est juste parce que c'est joli en bleu, mais le diagnostic il est écrit à côté. Alors, surcharge lipidique. Donc est-ce que ça colle avec votre diagnostic de pneumonie d'inhalation, enfin en tout cas d'inhalation? Qu'est-ce que vous en faites de cette donnée alvéolite macrophagique avec surcharge lipidique? Ah, on y arrive. Monsieur TB, on t'écoute. C'est laxatif la nuit. Lesquels? Qu'est-ce qu'il prend comme laxatif? L'huile de paraffine. De? L'huile de paraffine en général. L'huile de paraffine. Allez, c'est bon. Pneumopathie lipidique, c'était le lavage, j'avais montré, dans une atteinte lipidique. Tous les soirs, il prenait de l'huile de paraffine. Et juste après, il allait se coucher. Et l'huile de paraffine, bien évidemment, elle rentrait dans le parenchyme. Ces images, on les voit avec les gens qui sont en général automédiqués, hein, ils ne vous le disent pas, qu'ils prennent de la paraffine. Ce n'est pas dans leur liste de prescription. Donc c'est un peu difficile, il faut chercher à l'interrogatoire. De la même façon, les gens ils prennent des trucs bizarres. Ils prennent des huiles essentielles pensant que ça marche aussi pour faire le ménage à l'intérieur. Remarque que quand on voyait le modèle de Donald Trump qui prenait de l'eau de Javel, c'est bon. C'était un aparté. Donc des huiles essentielles en inhalation ou il y a plein de choses qui vont arriver dans le poumon au final, hein, et ça va donner du verre dépoli chronique et c'est vraiment en poussant l'interrogatoire qu'on trouve ça. C'est pas toujours effectivement le pneumocystis qui est en jeu. Alors ce qu'on va discuter avec vous avant de vous libérer parce que la journée a été longue, mais cette gamme elle est très complexe et on va peut-être reprendre des points clés du verre dépoli chronique, Gérard. Voilà, vous voyez, il y a une gamme. Si vous avez cette gamme, eh bien, à l'intérieur, vous aurez votre diagnostic. Vous avez donc les maladies infiltratives dues au tabac. Vous voyez là,
la bronchiolite respiratoire avec atteinte interstitielle et la pneumopathie desquamative. Alors les pneumonies, les pathologies interstitielles liées au tabac étaient classées historiquement dans les conférences de consensus comme des maladies interstitielles rares. C'est extrêmement fréquent, ça a été reclassifié. Et donc il y en a deux essentiellement, il y en a deux. RB, ILD, RB c'est en anglo-saxon bronchiolite respiratoire, et ILD, interstitial lung disease, donc c'est bronchiolite respiratoire associée à une atteinte interstitielle. Ça, c'est 40% des scanners chez le fumeur. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans des maladies rares. Alors, nous, on n'est pas capable en imagerie de dire si c'est une bronchiolite respiratoire ou une RB-ILD, c'est-à-dire associée à une atteinte interstitielle. La seule façon dans la littérature de discriminer les deux, c'est RB, ça peut être une constatation scanographique, mais si les gens toussent et sont symptomatiques, on va parler de RB-ILD, donc bronchiolite respiratoire associée à une atteinte interstitielle. DIP, c'est beaucoup moins fréquent. DIP, c'est pneumonie interstitielle desquamative. C'est très lié au tabac, mais ça avait été décrit notamment sur des inhalations massives de poussière à l'occasion des chutes des Twin Towers aux États-Unis. Et donc la DIP, ça va donner du verre dépoli, mais beaucoup plus homogène et plutôt dans les lobes inférieurs. À l'inverse, la RB-ILD, c'est des petits nodules centrolobulaires dans les lobes supérieurs. Donc c'est du verre dépoli, c'est plus ou moins diffus. RB-ILD a tendance à donner des petits nodules centrolobulaires, DIP des plages un peu plus larges, mais ça fait partie de la gamme diagnostique. La PINS, bien sûr, peut donner, mais il y a des éléments qui sont... Souvent, il y a une rétraction des lobes inférieurs, il y a un respect du cortex périphérique, et parfois, il peut y avoir, bien évidemment, un peu de fibrose, puisque de temps en temps, ça évolue. Donc, ce qui est important de souligner dans la PINS ou NSIP, c'est qu'elles sont majoritairement fibrosantes. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a de la fibrose qu'on est dans la gamme pneumonie interstitielle commune. Hein. Les PINS, donc de connectivite notamment, sont extrêmement souvent associés à des bronchiolectasies aussi. Donc, la PINS, c'est quand même le trait de caractéristique, c'est le verre dépoli. Ensuite, on a la pneumonie interstitielle lymphocytaire, bien évidemment, qu'on rencontre dans le Gougerot, vous avez ça. Donc verre dépoli avec des images kystiques qu'on peut avoir. La PHS. On a parlé de la PHS tout à l'heure, c'est plutôt tableau de 3 densités. Hein. Il y a du verre dépoli, mais pas que. Il y a du poumon normal et du poumon hypodense. Vous avez la calcinose pulmonaire, des calcifications métastatiques chroniques de l'insuffisance rénale qui développe une hypercalcémie par hyperparathyroïdisme. Ça se localise essentiellement dans les lobes supérieurs, chez l'insuffisance rénale. Et on avait vu un cas chez un greffé cardiaque. La pneumonie organisée, oui, c'est possible. La sarcoïdose aussi. Donc la sarcoïdose, c'est quand même pas la mode de révélation classique, hein, mais c'est décrit et ça existe, mais c'est quand même beaucoup plus volontiers des nodules péri-scissuraux et lymphatiques. Les 3, sarcoïdose, pneumonie chronique éosinophile et vascularite, c'est quand même plutôt rare. Par contre, souvenez-vous, hein, bien évidemment, le verre dépoli chronique, ça peut être le malin, que ce soit lymphome ou adénocarcinome. On a mis HA, l'hyperplasie adénomateuse atypique, qui est l'état précancéreux de l'adénocarcinome, mais habituellement, c'est un petit nodule en verre dépoli. C'est nodulaire, c'est pas diffus. Hein. Il peut y avoir plusieurs nodules, mais ce sont des nodules. Alors si on reprend l'histoire de la pneumonie lipidique, on a vu du verre dépoli comme dans l'exemple, mais ça peut être aussi, encore une fois, du crazy paving. Je vous rappelle, verre dépoli, réticulation périlobulaire, endolobulaire. Et puis, parfois, c'est des formes qui sont confusionnantes avec le cancer. Hein. Ça ressemble à des masses tumorales. C'est le plus souvent des clives. Et ce qu'on va traquer, eh bien, c'est ces images. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces images qui nous orientent vers le diagnostic? Pour vous, il y a une petite astuce là. La densité. On est bien d'accord? Vous avez une densité graisseuse, vous le voyez à droite. Fait défiler la suivante. Et donc là, on voit que la densité dans le poumon
c'est noir, mais c'est la même que celle du gras de la région sous-cutanée, et donc c'est de la graisse, effectivement. Alors ça, on est chanceux pour évoquer le diagnostic quand on l'a. C'est pas du tout systématique d'avoir de la graisse dans les pneumonies lipidiques, hein. Donc c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il ne faut pas évoquer le diagnostic. Et puis si on veut terminer sur l'extrapolation de ces formes plus ou moins condensées, il ne faut pas oublier que ces condensations alvéolaires chroniques, ça peut être aussi du cancer. Hein, une pneumonie qui ne guérit pas, c'est quand même un adénocarcinome pulmonaire de type mucineux qu'il faut évoquer en premier. Puis ça peut être aussi des lymphomes de type B, type Malte. Je pense que Gérard, on peut s'arrêter là, puisque c'était 1 heure et ça fait 1h30. C'est fini. Bon, on vous remercie. Merci.